Donc là, je vais mettre les participants. Alors, je dis bonsoir à tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter pendant l'exposé, pendant l'expérience. En fait, moi, je fais plutôt des conférences ateliers, donc vous allez avoir aussi des expériences de méditation. Et certains points peuvent demander des questions. De toute façon, il y aura euh, un temps de questions-réponses tout à l'heure. Alors, si on prend le titre, pourquoi et en quoi rencontrer notre intériorité et devenir témoin de cette intériorité peut nous procurer du bonheur, je vais vous exposer déjà ce que je veux dire par là, vous faire un peu expérimenter cette intériorité d'une certaine manière, de deux manières, et puis je vais vous présenter comment vous pouvez apprendre, à travers une formation que je propose, rencontrer votre intériorité et la multitude de cette intériorité. Juste voilà. Alors, pour que vous sachiez un peu, ce qui, j'ai fondé une formation internet sur des bases. Je vais vous dire sur quelles bases. Sur par exemple la psychologie quantique, le décodage biologique et la respiration consciente. Et sur aussi mes expériences. J'ai eu plusieurs expériences, je dirais, d'éveil. C'est un grand mot pour quelque chose d'assez simple, où à un moment donné, je me suis aperçu que j'étais la vie. Et donc, si j'étais la vie, ben, j'étais immortel, comme vous, comme moi. Que à un moment donné, je me suis aperçu en même temps que j'étais rien, comme vous, comme moi. Et qu'il n'y avait qu'une vérité, c'est quelque chose qui m'est apparu très clairement, tout est un. Donc, à partir du moment où on dit il y a autant de vérité que d'êtres humains, je trouve que c'est plutôt des convictions, des croyances, des façons de voir les choses à travers son histoire et à travers des filtres, et que ce n'est pas forcément des vérités, parce qu'à ce moment-là, tout n'est pas un, tout est, tout est dualité ou tout est multiple. Mais comme le multiple est un, faites la différence. Je vais vous parler un peu maintenant de la psychologie quantique, qui est un grand fondement de ce que je vais vous exposer. Et dans la psychologie quantique, alors je vais vous mettre, voilà, ça s'appuie sur deux philosophies. Ça s'appuie sur l'Advaita Vedanta et sur Neti Neti. Alors qu'est-ce que c'est que l'Advaita Vedanta? C'est en fait, j'allais dire la croyance, mais la conviction ou l'expérience qu'il n'y a pas de dualité, que tout est un et qu'il n'y a pas d'âme individuelle séparée et que la totalité est neutre. Ça, c'est l'Advaita Vedanta. La philosophie Neti Neti, elle dit tout ce que tu crois être, tu ne l'es pas. Il faut comprendre que on pourrait dire je suis mon corps ou vous êtes votre corps et beaucoup plus. Je suis mes émotions et beaucoup plus. Je suis mes pensées et beaucoup plus. Je suis mes sensations et beaucoup plus. Je suis mon nom et beaucoup plus. Donc en même temps, je ne le suis pas. Ça ramène à dire que nous sommes le tout et le rien à la fois.
Je ne sais pas si vous connaissez Swami Nisargadatta. Swami Nisargadatta disait ça. Quand je suis dans l'humilité, je suis dans le rien. Quand je suis dans l'amour, je suis dans le tout. Et ma vie voyage entre ces deux pôles. Ce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes font, dans leur endormissement, si je puis dire, c'est qu'ils ne veulent ni aller dans le tout, ni aller dans le rien. L'un et l'autre fait peur, peut-être parce que dans une loi du yin et du yang, l'extrême yin amène à l'extrême yang, et vice-versa. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, quand je vous montrerai la palette du vivant, du manifesté du vivant corporel, ce que j'appelle le manifesté du vivant corporel, en fait, euh, on ne laisse pas passer certaines informations en nous. Si on les laissait passer, on irait dans le tout, naturellement. Et comme on se définit sur des informations précises, et je vais en parler un peu plus tout à l'heure, eh bien, ça nous maintient entre le tout et le rien. Et en plus, on étiquette je suis rien par quelque chose de négatif. Alors que le rien, on pourrait dire, c'est pas rien. Je nous considère un peu comme un tableau noir où on pourrait écrire dessus et effacer cette écriture. En fait, on passe tous une partie de notre existence, voire toute notre existence, à croire qu'on est l'écriture. On est beaucoup plus que ça. Bien évidemment, on apparaît à travers une écriture. Mais le tableau noir, lui, il reste. Donc, Nisargadatta disait par exemple, pour savoir ce que tu es, ce qui tu es, sache qui tu n'es pas. Ça, c'est le neti-neti. Et tout ce que tu dis être, tu ne peux pas l'être. C'est restrictif. L'important pour moi d'unir ces deux principes, c'est clair que nous sommes Dieu. Mais comme disait Muktananda, nous sommes Dieu en tant que nous-mêmes, dans notre forme, avec nos filtres, avec nos compréhensions, avec notre angle de vision, avec notre structure de survie. On passe tous par la structure de survie, et je vais en parler tout à l'heure. Et donc, à travers cette forme, je suis tout et rien à la fois. Je vous propose un petit exercice maintenant. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, ou regarder la photo, je vais vous mettre une photo. Regardez que dans le monde, tout ce que vous connaissez dans le monde va disparaître à un moment donné ou à un autre. Autour de vous. Et regardez aussi que chez vous, vos proches, vos objets, un jour ou l'autre, ça va disparaître d'une façon ou d'une autre. Et soyez simplement, quand je dis ça, avec ce qui se passe dans votre corps, en vous, que ce soit au niveau des sensations, des émotions, des pensées. Quelquefois, nos informations, nos perceptions peuvent nous faire peur, peuvent faire peur à notre état d'esprit.
Personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que ça nous fait perdre de la liberté. Plus nous nous rendons capables de rencontrer nos perceptions telles qu'elles sont, sans se définir sur cette perception, et plus la liberté est là. Regardez que non seulement le monde autour de vous, le monde proche, et vous-même, dans votre conscience, je dirais individuelle, disparaîtra un jour ou l'autre. C'est une évidence, c'est une loi, c'est une réalité. Dans notre dimension biologique, naturellement, dans cette dimension, on lutte contre cela. Et cette lutte a mis bien évidemment des valeurs, des informations, des croyances en nous. À un moment donné, l'être m'est apparu comme cette croix. Vous pouvez rouvrir les yeux si vous voulez, tranquillement, prenez votre temps. L'axe du milieu, l'axe vertical, pour moi c'est l'être. L'être, on retrouve ce qu'on appelle le pôle biologique, l'axe tertiel, et tout ce que comporte ou porte cet axe tertiel comme unité, comme connexion. L'axe horizontal, lui, pour moi, c'est l'avoir. Ça m'a fait dire que cette histoire de croix est mal interprétée. Ce n'est pas une croix qu'on porte, c'est une croix qu'on est, par notre corps même. L'axe horizontal, c'est nos bras. Et si vous prenez les mains, je ne sais pas si vous le savez, mais l'énergie rentre et l'énergie sort. On prend, on donne. Donc, ça communique. Ça va et ça vient. La vie est mouvement. Donc l'avoir, c'est pour ça que j'ai fait cette petite méditation juste avant, passe. Nous, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que la croix s'est un petit peu tordue. Elle est devenue biscornue. Parce on s'est identifié à l'avoir, donc à nos perceptions. Je ne parle pas seulement de l'avoir extérieur. Je parle aussi de comment on comprend nos perceptions. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on s'identifie à elles ou comment on lutte contre elles? Ce qui donne des conflits entre le psychologique et le biologique. Et ça met des torsions dans nos perceptions, dans notre alchimie. Et ceci, à partir du moment où on rencontre ces perceptions là où elles sont arrêtées, ça peut être balancé. Naturellement, c'est quelque chose de complètement naturel que de rencontrer la vie. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça ne l'est pas pour notre structure de survie qui est en fait notre ego. C'est une des définitions de l'ego, qui n'est pas quelque chose à bannir puisque l'ego fait partie du tout, mais qui, à partir du moment où on le voit d'une façon autre
qu'un nous-mêmes absolu devient un pont vers autre chose. Alors, par rapport à cet avoir, par rapport à toute cette perception, je vais vous partager maintenant, je regarde s'il y a quelqu'un qui a une question, non. Euh, je vais vous partager maintenant les postulats en psychologie quantique qui parlent ni plus ni moins de la nature de l'illusion. Déjà, je vais reprendre la survie. Alors, si on parle de survie, on parle obligatoirement d'idée du danger. Je ne vais pas développer la survie, je peux vous en parler pendant 1 heure ou 2. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est très intéressant pour moi. Euh, c'est vraiment même important de bien le comprendre, mais dans d'autres conférences, je vous invite à venir, je vais en parler plus amplement. Mais la survie, c'est quoi? C'est faire en sorte que dans les 30 secondes qui suivent, je sois encore en vie. Ça, c'est ma biologie qui s'occupe de cela à travers mon cerveau. De quoi il a besoin? D'idées du danger. Si vous interrogez une centaine de personnes, vous allez vous rendre compte que l'idée du danger est différente. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher l'idée du danger dans des endroits différents, dans des supports différents. Il y en a un que je vais développer aujourd'hui, c'est l'identification de toute façon au corps. À partir du moment où on va rentrer dans ce corps, on va s'identifier à ce corps va disparaître, donc c'est du matériel, comme dit Stephen Wolinsky qui a créé la psychologie quantique. Donc, la peur arrive. Stephen parle à un moment donné du trauma de la pseudo-séparation. On a tous une origine, quelque part on le sait. On a tous la même origine. En psychologie quantique, on dit tout est la même substance. Tout est tout, c'est l'Advaita Vedanta. Et arriver dans ce corps, où il va se passer certaines choses, malgré que quelque part, on a l'écho de cette connaissance, et cette connaissance reste en nous, on va se percevoir séparé. Et ça, c'est le trauma de la pseudo-séparation. En se percevant séparé, va se créer notre personnalité, notre individu. On pourrait considérer ça comme le je, donc si je prends le je universel, un je sur le je, ou un non-je, ou encore un moi-je. Et ce moi-je va se cristalliser sur des ressentis à éviter, et va projeter ces ressentis sur le monde pour se protéger. Ça va faire quoi? Ça va faire que notre cerveau va être formaté à ne pas porter à notre conscience certaines informations, des ressentis intériorisés, qui ont été jugés dangereux autant pour notre corps que pour notre identité, que pour l'image que l'on a de nous-mêmes et l'image que l'on a du monde. Donc, je vais parler de ça tout de suite. Je donne un exemple. C'est schématique ce que je vais dire. Si par exemple, à un moment donné, j'ai un malaise parce que je perçois du froid qui me fait peur, qui soulève de la peur. La peur va être soulevée après la perception, la sensation, et cette sensation va être jugée pour une raison X, Y par rapport aux filtres qui composeront, qui seront dans ma biologie. Ça, je ne vais pas vous expliquer ça, il y a des raisons, il y a des passages, dans la vie intra-utérine ne serait-ce, euh, qui vont faire que je vais juger ce froid comme dangereux. Mon cerveau, pour me protéger, va à ce moment-là euh, mettre une émotion, de la peur, de la colère, pour pouvoir me mettre en réaction. Et ça va amener, à un moment donné, des croyances, des idées, une mentalisation.
Et donc, une vision sur le monde, une vision sur les choses, une vision sur la vie et une vision sur soi. Et même ces croyances-là, ces visions-là, elles vont être formatées pendant notre vie intra-utérine. À un moment donné, je fais une conférence sur la respiration consciente, j'en parle de long en large. Donc simplement, je vous propose de comprendre, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que on va se formater sur l'arrêt d'informations et sur la focalisation d'autres informations. Et ça va amener toute une biologie. Maintenant, si je focalise mon cerveau enfin, si je demande à mon cerveau de ne pas mettre une information à ma conscience, lui, il va être focalisé sur cette information. Ça donne une espèce de transe. Et en même temps, si par exemple, je me sens impuissant, je me sens faible, et il y a des expériences qui vont nous amener à cette pensée-là, avec encore une fois les filtres qu'on a pu avoir par la vie intra-utérine, eh bien, je vais être obligé de compenser, mais j'aurai cette pensée-là, je ne voudrais pas la garder, et en même temps, je vais être identifié à cette pensée. Parce que cette pensée, d'une certaine manière, m'aide à réagir. C'est une pensée qui m'aide à être dans la survie. Donc il y a une focalisation, il y a quelque chose qui est retenu, et dans le fait que ce soit retenu, toutes les conclusions d'abord qui vont être cristallisées, qui vont se forger à partir de ces croyances, il y en a plusieurs, et ces émotions et ces histoires, eh bien, euh, vont me pousser à me chercher, vont me pousser à chercher qui je suis, ou à faire en sorte que je devienne quelque chose, qui va faire, si j'arrive à ça, je serai quelque chose. Mais dans l'instant, je ne sais pas qui je suis. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si la survie était un combat pratiquement perpétuel. Alors bien sûr, on a besoin de compenser, on a besoin de plaisir, on a besoin de formes de drogue, et il y en a toutes sortes, euh, pour pouvoir rêver, se sortir de ce clivage, de ce conditionnement. Ce que disait Wollonsky, c'était ça, Stephen, c'est pas le dessinateur, hein. C'était que quand on vit une situation, quelle qu'elle soit, bien évidemment, il y a tout un tas d'informations qui est activé. Au niveau des sensations, au niveau des émotions, au niveau de la mémoire, au niveau des pensées, et, et plus. Et là-dedans, il y a une grande partie inconsciente. Mais on va devoir quand même se faire une idée. Et comme il y a une partie des informations qu'on ne prend pas, des perceptions qu'on ne prend pas, l'idée qu'on va se faire, la conclusion qu'on va se faire, est toujours fausse. C'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours revenir sur une conclusion. Encore faut-il la rencontrer. Et elle se rencontre où? Dans comment on joue avec nos perfections, comment on les utilise et comment on est avec ces perceptions. Comme je vous ai dit, la structure de survie prend une part des perceptions et en rejette une autre. C'est pour ça que c'est une donnée de la respiration consciente, et ça je trouve ça très important. Prendre la responsabilité de ses perceptions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du moment où, par exemple, j'ai peur. Ça peut être de la peur qui est juste par rapport à mon environnement, mais ça peut être une information du passé que je projette sur la dimension extérieure et qui n'a rien à voir avec la situation extérieure. On n'apprend pas à se rendre compte de cela.
Si je la remets en question, je demande à mon cerveau de lâcher cette peur. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui peut se passer. En psychologie quantique, on part du principe que l'origine, je vais parler comme ça, ou l'unité, est avant toute perception, ou en deçà de toute perception. Moi, je vous dirai après comment j'ai pris le phénomène, je l'ai pris à l'envers. Je vous expliquerai après. Je vais vous inviter à une autre méditation. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. J'avais fait j'ai fait à peu près la même, mais avec un petit peu différente, à la conférence que j'ai faite il y a un mois ou deux, je ne sais plus. Et Stephen Wolinski parle d'état sans état. Donc je vous propose simplement de fermer les yeux, de laisser venir ce qui va venir, d'être avec votre corps. Vous pouvez bien vous installer dans votre chaise, vous poser, respirer tranquillement. Elle sera moins longue que celle que j'avais faite la dernière fois, mais elle va me permettre de vous parler ensuite de cet état sans état. Sans utiliser vos pensées, associations, perceptions, mémoire, réflexion, attention ou intention. Êtes-vous un homme, une femme, ou ni l'un ni l'autre? Sans utiliser votre pensée, association, perception, mémoire, réflexion, attention ou intention. Existez-vous? N'existez-vous pas? Ou rien de cela? Soyez avec votre corps et votre esprit. Vivez ce qui s'y passe sans utiliser vos pensées, association, perception, mémoire, réflexion, attention ou intention. Qui existe? Qui n'existe pas? Sans utiliser votre pensée, vos associations, vos perceptions, votre mémoire, votre réflexion, votre attention, votre intention. Que veut dire qui? Que veut dire quoi? Êtes-vous là, nulle part, ou ni l'un ni l'autre? Laissez venir ce qui vient, comme ça vient, sans utiliser vos pensées, associations, perception, mémoire, réflexion, attention, intention. Êtes-vous parfait, imparfait, ou ni l'un ni l'autre? Sans utiliser vos pensées, associations, perception, mémoire, réflexion, attention ou intention. Êtes-vous défini, indéfini, ou ni l'un ni l'autre?
Soyez avec votre corps, votre esprit. Laissez venir ce qui vient, que ce soit blanc, que ce soit précis ou imprécis, sans utiliser vos pensées, association, perception, mémoire, réflexion, attention ou intention. Êtes-vous seul, connecté, ou ni l'un ni l'autre? Qui est seul? Qui est connecté? Sans utiliser vos pensées, vos associations, vos perceptions, votre mémoire, votre réflexion, votre attention, votre intention. Êtes-vous parfait? Imparfait? Ou ni l'un ni l'autre? Soyez avec votre corps et votre esprit. Vivez ce qui s'y passe sans utiliser vos pensées, associations, perception, mémoire, réflexion, attention, intention. Êtes-vous en amour, sans amour, ou ni l'un ni l'autre? Sans utiliser votre pensée, vos associations, vos perceptions, votre mémoire, vos réflexions, votre attention, votre intention. Êtes-vous enfant, adulte, ou ni l'un ni l'autre? Qui est enfant? Qui est adulte? Soyez avec votre corps et votre esprit. Vivez ce qui s'y passe sans utiliser vos pensées, associations, perceptions, mémoire, réflexion, attention ou intention. Êtes-vous sans valeur, valable, ou ni l'un ni l'autre? Êtes-vous normal, anormal, ou ni l'un ni l'autre? Sans utiliser vos pensées, associations, perceptions, mémoire, réflexion, attention ou intention, notez l'état hors état, l'état sans état, en vous et autour de vous. Sans utiliser vos pensées, associations, perceptions, mémoire, réflexion, attention, intention, êtes-vous en vous, autour de vous, ou ni l'un ni l'autre? Quelle est l'expérience? Est-ce que c'est possible de laisser les perceptions passer sans se fixer dessus, sans s'identifier à elles, sans en faire une vérité? Et si vous arrivez à le faire, quelle est votre expérience?
Je vais ajouter un petit truc. Soyez l'expérimentateur de l'expérience. Et regardez si c'est l'expérimentateur qui place son attention sur l'expérience. D'une autre façon, regardez si c'est l'expérience qui place toute son attention sur l'expérimentateur. Ou remarquez si en fait l'attention est partagée. Qu'est-ce qui se passe alors? Je laisse tranquillement revenir ici et maintenant, en gardant une partie de l'expérience. Revenir à la dimension extérieure, en prenant votre temps. Et quand vous serez prêt, doucement, ouvrez les yeux. Tout en restant avec ce qui se passe, je vais continuer à vous parler. Cet état sans état, cette façon de se mettre avant le mot, avant le sens, on définit les choses sur le sens qu'on leur donne. Si vous prenez le corps, si je frappe ma main, il y a deux choses qui se passent, au moins. La perception du corps et ce que mon intellect va dire en mots, va codifier en mots. Ce qu'on va reconnaître davantage, c'est la codification, mais qui peut être complètement différente que la perception. Et je peux me faire une idée. Je me bats et je peux me dire je me fais mal, alors je ne me suis pas fait mal. Ensuite, rencontrer ces perceptions, laisser vivre ces perceptions. Je vous ai parlé de l'être et l'avoir tout à l'heure. C'est laisser l'avoir vivre et mourir. Et rester dans le jeu. Ça, c'est ma compréhension de la psychologie quantique et de l'état sans état. Nisargadatta dit plusieurs choses. Pour lâcher quoi que ce soit, tu dois savoir ce que tu tiens. Je vous ai expliqué que notre personnalité se construisait sur la retenue d'informations, de croyances, de perceptions. Et là, on tient quelque chose. Et bien plus dans notre inconscient. On ne s'en rend pas compte. Si on veut lâcher, il faut le rencontrer avec conscience pour pouvoir le lâcher. Ensuite, il a dit ça. Installe-toi dans le jeu, donc on pourrait dire l'axe vertical, et laisse tomber tout le reste. Donc, laisse vivre tout le reste. Laisse passer tout le reste. Je vais juste mettre un truc. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'idées. Maintenant, quand je suis dans une situation,
J'ai besoin de mes idées, j'ai besoin de coder en mots pour pouvoir appréhender, pour pouvoir échanger avec la situation et avec le jeu de la dualité merveilleux. Et donc j'ai besoin de support, j'ai besoin de, je dirais pas de connaissances, de savoir. Mais l'idée, si elle n'est pas remise en cause et en compte à chaque fois, elle est rigide. L'idée, elle sert dans l'instant et elle s'évanouit ensuite. Elle peut évoluer et nos perceptions évoluent. On ne peut pas changer ce qu'on a vécu. La seule chose qu'on peut changer, c'est comment on l'a vécu, comment on le prend, comment on l'actualise aujourd'hui et comment on se définit dessus. Mais pour ça, il faut s'en rendre compte. Donc, pour lâcher ça, il faut savoir ce qu'on tient. Et ça a quoi comme effet? Eh bien, on va rencontrer cet axe vertical en ne confondant pas l'avoir et l'être. Et on retrouve, pour savoir qui tu es, sache qui tu n'es pas. Vous comprenez l'intérêt de rencontrer ces perceptions sans en faire une vérité. Et si je reprends le titre que j'ai mis à cet exposé, j'y vais, rencontrer notre intériorité et devenir témoin de cette intériorité. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce témoin. Ce qui est sûr pour moi, mon expérience, c'est que je suis de plus en plus capable à devenir témoin de mes perceptions, à leur laisser leur cours. Je suis de plus en plus capable de rencontrer, comme il y a des perceptions qui se sont installées, qui se sont conditionnées, qui se sont arrêtées, j'ai développé une capacité de rencontrer cela et de redonner la vie à la vie, je dirais. Stéphane disait ça. Il y a une idée qui vient, oh, idée intéressante, hop, oh, une émotion, hop, ça me vient maintenant. Et c'est un peu ça. Si elle ne sert pas à l'instant, si elle n'a pas une valeur dans l'instant de l'échange, pourquoi la garder? Ça m'a amené à ce que j'appelle le laisser-faire intérieur. Et là, je vais vous parler de ce que je propose dans cette formation Internet, qui est en fait l'état sans état, mais à partir de ses perceptions. Alors, je suis en train de... Voilà. J'espère que vous voyez le tableau, peut-être qu'il est, il n'est pas très visible, je ne sais pas. Moi, je le vois assez bien. Alors, en psychologie quantique, on parle de dimensions où se manifeste le vivant. Il y a des dimensions qui sont plus liées, je dirais, à la survie, et d'autres qui sont plus liées à la vie. Donc, je dirais au spirituel. Vous avez la dimension extérieure. Alors, je ne vais pas développer les dimensions, hein. Si vous avez des questions, je vous répondrai. La dimension extérieure, elle est assez simple. C'est ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Maintenant, on projette beaucoup de choses sur cette dimension extérieure. On la voit autrement qu'elle n'est. Ensuite, vous avez la dimension de la pensée, vous avez la dimension émotionnelle, vous avez la dimension biologique. C'est une grosse, grosse dimension. Il y a beaucoup de choses dans cette dimension biologique. Il y a la dimension de la nature de l'essence, où on va trouver tout ce qui est pur, l'amour inconditionnel, la liberté, l'infini, la clarté.
la grâce. Puis ensuite, c'est une porte en fait entre les quatre premières et les quatre suivantes. Vous avez la dimension du jeu inconditionnel, du jeu de l'unité, les mots sont les mots. La dimension des archétypes, il y a des archétypes naturels, il y a des archétypes humains. Les archétypes naturels, c'est le son, la couleur, la masse, l'énergie, l'attraction terrestre. Puis vous allez avoir la dimension du jeu, du non-jeu, et la dimension du vide, et au-delà du vide. Ce que j'ai remarqué, c'est que toutes ces dimensions communiquent entre elles. Et dans cette communication, à travers notre histoire, à travers nos situations, il y a une fabuleuse alchimie qui se passe. Alors quand on est dans la survie, je vais d'abord passer, avant de vous dire ce que j'allais vous dire, je vais passer à la suivante. Ça m'a amené, donc cette constatation que ça communiquait, ça m'a amené à séparer un petit peu la biologie. Vous allez retrouver les mêmes dimensions que j'ai appelées en fait niveaux, mais dans la biologie, vous avez la vibration. Donc j'en ai fait un niveau. Vous avez aussi les sensations. Ça fait partie de la biologie, j'en ai fait un autre niveau. Vous avez aussi les états d'âme et l'attitude. Donc les états d'âme sont conduits par les sensations, les émotions, la mentalisation et ce qu'il y a dans la biologie. Dans la biologie, vous avez des choses comme les souvenirs, la mémoire, la, la mentalisation. Elle est très proche de la biologie aussi, elle est dans la biologie. Et la mentalisation, c'est quoi? Je vis quelque chose, et il y a une mentalisation inconsciente, il y a des idées, des croyances qui se formatent. Et tout ça va donner des états d'âme et des attitudes pour ma survie et pour mon échange avec le monde. Tous ces niveaux communiquent entre eux. Et par exemple, si j'ai l'impression, je vais donner un exemple bateau, hein, c'est plus complexe que ce que je vais dire. Si par exemple, j'ai l'impression, ou je sens, ou je vis que mes parents m'ignorent. Donc, je vais avoir l'impression que je ne peux pas exister à leurs yeux, et donc que je n'existe pas. Et pour ma survie, je vais devoir faire en sorte d'exister. À ce moment-là, à votre avis, qu'est-ce qui se passe pour la dimension du jeu universel? Ou qu'est-ce qui se passe pour la dimension du non-jeu? Elle est complètement occultée. Mais elle ne peut pas être occultée non plus. Dans notre inconscient, elle va rester. Et ça va provoquer tout un système de vases communicants, et c'est là où je parle d'alchimie. Et c'est vraiment extraordinaire. Alors quand inconsciemment on dit à notre cerveau non, non, ne m'emmène pas dans le jeu ou ne m'emmène pas dans le vide, on a étiqueté le vide avec des idées comme tristesse, donc émotion comme tristesse, ou comme c'est rien, ou comme le vide c'est vide, alors que le vide c'est plénitude. Et même dans l'identification à notre corps, on cherche à être plus que le vide, alors que c'est une dimension qui nous habite complètement et totalement. Et on va être en réactivité, en réaction avec ce vide pour être du plein. Et à ce moment-là, on perd la plénitude du vide et on perd dans la nature de l'essence la paix, l'amour inconditionnel, la grâce, la liberté. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir du moment où, alors, le conditionnement, il est multiple. L'inconscient, c'est pas du 3D, c'est du multi-D. Donc,
Dès qu'on pense à quelque chose, dès qu'on rencontre quelque chose, il y a un circuit conditionné qui s'active. Il est possible de le rencontrer et de rencontrer l'état de ce circuit. Et en rencontrant ce qui est tenu, donc je reparle de ce que je vous ai dit plus haut, et à partir du moment où on laisse vivre l'information et on suit l'information à ses divers niveaux, la vie reprend son cours. Et à ce moment-là, il est possible de rencontrer ces dimensions du jeu, des archétypes, du non-jeu, du vide, et même au-delà du vide. Alors bien sûr, si vous ne l'avez pas vécu, ça peut vous sembler un peu bizarre. Pourtant, c'est ce qui se passe. Et il y a quelque chose de magique. Ça m'a montré que quand on est dans la survie, on demande à notre cerveau de se conditionner sur la défensive en utilisant des informations qu'on a vécues mais qu'on n'a pas voulu vivre. Et donc, notre cerveau va être occupé à se défendre et à trouver autre chose. Donc c'est là où on est poussé à l'extérieur. C'est là où Stefan Wolnitzki dit on cherche à l'extérieur, on court à l'extérieur pour se trouver et on ne se trouve pas. C'est impossible. Et on se cherche dans des artifices. À partir du moment où on retourne la chose, il y a Yannick de Souzenel qui dit à l'incarnation, c'est comme si on était un gant qui se retournait, l'intérieur devient extérieur et l'extérieur devient intérieur. Tout ça, ces idées se retrouvent dans plein de philosophies différentes. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et bien à partir du moment où vous osez vivre l'information dans votre chair, ça retourne la situation bien évidemment et vous apprenez à votre cerveau à aller beaucoup plus loin. Ça m'a montré, je vais vous dire la bonne nouvelle et je vous dirai la mauvaise nouvelle après. Euh, Ça m'a montré que on se limitait dans nos croyances et qu'à partir du moment où personnellement, où j'ai commencé à lâcher ça, j'ai vu que c'était inimaginable. Il y avait la croyance était illimitée. C'est même plus, il n'y a plus de croyance. Alors je suis encore tenu par certaines choses, ce qui fait que ce qui se passe dans ma vie, c'est ce qui se passe dans ma vie. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va très très loin. Beaucoup plus loin que notre imagination ne peut l'imaginer. Mais en même temps, ça peut faire peur, parce que ça fait perdre des repères. Et c'est là où j'ai entendu la phrase de Krishnamurti, lâche le connu pour aller vers l'inconnu. Comment je le comprends? C'est que ces perceptions qu'on utilise pour notre survie, c'est finalement un connu qu'on a mis dans l'inconnu, puisqu'on l'a mis dans notre inconscient, en grande partie. Et à partir du moment où on ose lâcher ça, où on ose s'ouvrir à plus grand, donc au tout, on va dans l'inconnu, mais cet inconnu, on le connaît, puisque c'est ce qu'on est réellement. C'est paradoxal, hein, c'est drôle en même temps. Quel voyage on fait tous. Voilà, sur mon site, vous pouvez voir une démonstration sur le laisser-faire. Je ne vais pas en faire une maintenant, je préférais juste, je regarde l'heure, avoir du temps avec vous pour échanger un peu s'il y a des questions. Juste, je vais terminer quelque chose. Je reviens au titre.
Pourquoi et en quoi rencontrer notre intériorité, devenir témoin de cette intériorité peut nous procurer du bonheur? Je vais donner quelques points qui me semblent intéressants. Déjà, moi je pense que je l'ai bien exposé, c'est de passer de la survie à la vie. Ensuite, arrêter le combat qui consiste de se chercher dans un devenir. Ce combat qui consiste à dire, pour exister, il faut faire. Et qui nous empêche de voir qu'en fait, à l'intérieur de nous, la vie œuvre d'elle-même, sans qu'on lui dise fais ça, fais ça. Mais par contre, elle va nous respecter. On a la liberté. On a le libre choix. Et ce libre choix, il est par défaut ou par conscience. La plupart d'entre nous le font par défaut. C'est-à-dire que on réagit pour ne pas avoir ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on a. Qu'est-ce qui peut nous aider? Rencontrer nos perceptions, les vivre sans s'y accrocher et oser rencontrer au-delà. Quel programme! Et là, on rencontre la diversité, autant à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur de soi. Et ça, je trouve ça merveilleux. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans la survie, toutes ces informations qui sont prises comme dangereuses, ça nous pousse encore une fois à l'extérieur, et on n'est plus copain avec soi. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Et à partir du moment, et alors, bien évidemment, on est admiratif du monde extérieur pour sa diversité et sa grandeur, mais en même temps, il fait peur, bien évidemment, parce qu'il faut se défendre là-dedans. Et ça a créé des guerres, le massacre des animaux, des choses comme ça. Et ensuite, on peut rencontrer cette communication intérieure, et on peut même voir la communication qu'il y a entre extérieur et intérieur. Mais il n'y a pas de différence. Il y a d'autres avantages. Ça, je vous propose dans une formation par Internet, il y a pour le module 1 des stages en présentiel de proposer. Bah, je vous propose d'apprendre tout ce que je viens de vous exposer. Si ça vous intéresse, vous pouvez me demander un entretien par Skype. Mon pseudo, c'est Didier Lafleur 8. Vous avez mon numéro. Je ne dépasse pas plus de 30 minutes, je vous l'offre. Donc je répondrai à vos questions. Et vous pouvez avant ou après consulter mon site l'instantdelettre.net. Vous allez à l'onglet Surfer votre vie, formation par Internet, Surfer votre vie, et vous aurez tous les renseignements sur comment elle se passe, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Voilà, eh bien je vous propose de clore notre soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Ooh,